Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va revoir un peu nos éléments de structure de page. Donc on a vu le header, le haut du corps de la page. On a vu la balise main, donc un élément qui regroupe le contenu majoritaire du body et qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois dans tout le document HTML et qui va ici jusqu'en bas. Donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Nous avons vu aussi l'élément navigation avec la balise nav qui contient les liens de notre navigation. Ensuite on a vu la balise section qui est aussi un élément de structure de page qui peut contenir plusieurs éléments ou plusieurs articles ou plusieurs divs. On a vu la balise article qui permet de mettre des articles à l'intérieur et la balise aside qui permet de faire des apartés sur un article ou sur une image ou un bloc. On a vu également le bloc div qui ne fait pas partie véritablement de la structure de page mais qui permet de faire des blocs facilement et assez neutre, et la balise span qui est elle aussi utilisée et qui est neutre pour le texte, les phrases ou isoler un mot et injecter des classes. Donc voilà le plan de structure de page, un plan de structure de page normal. Ici on peut voir notre HTML, comment il est structuré par rapport à l'image qui représente la structure de page. Et là vous pouvez voir que sur l'image c'est fait d'une certaine façon, la navigation est sur le côté, nous on a tout à la ligne, et pour cela on utilisera plus tard le CSS pour mettre tout en place et déplacer des éléments et faire des blocs ou déplacer des blocs à l'aide des classes CSS. Mais pour l'instant on reste dans le squelette de page avec la structure HTML et l'apprentissage des balises. Alors n'oubliez pas l'outil de développement et l'inspecteur qui permet de voir chacune des balises, les tailles, le CSS que vous injectez, les balises qui sont à l'intérieur de balises et tout votre plan HTML et la structure de base de votre site. Et ainsi inspecter chacun des éléments un par un. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour le prochain tutoriel, à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la correction de notre petit exercice que je vous ai donné en lien. Donc surtout refaites bien les exercices pour pouvoir vous entraîner, c'est important. Donc on y va, on va commencer par mettre un header, donc on met la balise header en haut et on ferme la balise header à l'endroit des pointillés. Donc vous avez toutes les indications dans l'énoncé, il suffisait de suivre l'énoncé et de refaire ce que l'on avait fait dans les vidéos précédentes. Donc ensuite, ici on devait mettre une balise main. Donc on ouvre la balise main. Et on va la fermer en bas. Ici, dans le pointillé, juste avant le footer. Ensuite, mettre une section footer. Donc là on replace les pointillés et on met la balise footer. Donc cet exercice vous permet d'écrire les balises et en même temps de les apprendre parce que le fait d'écrire, plus de lire, plus de voir les vidéos, ça va vous faire bien connaître la balise et vous l'assimilerez facilement. Donc on ferme la balise footer ici. Ensuite mettre deux sections. Donc on va aller mettre deux sections à des endroits prédéfinis comme on l'avait fait sur la vidéo.
Donc la première section c'était indiqué ici, donc on ouvre la première section. Donc là, on ouvre la balise section, puis on la ferme en dessous dans les pointillés. On met le slash, section, et on ferme. Ensuite la deuxième section qui est indiquée ici. Donc on ouvre la balise section. Et on la ferme tout de suite. Prenez l'habitude de fermer les balises surtout quand vous utilisez le bloc-notes. Sinon on risque d'oublier. Et on n'oublie pas le slash. Ensuite, on va voir la suite de l'énoncé qui nous dit mettre dans la deuxième section une section article et une section aside. Donc dans la deuxième section, on va mettre une section article et une section aside. Donc on vient ici, on met article, on ouvre la balise article, puis on la ferme. La balise article, je vous rappelle, c'était pour mettre des articles. Et la balise de site, c'est pour faire une aparté sur un texte, un article ou une image. Ou un bloc. Voilà. Et on ferme la balise aside. Donc on a fait la balise article, on a fait la balise aside. Il nous reste mettre une navigation et ses liens. Mettre une navigation et ses liens. Donc on va, voilà, ici dans les pointillés où je vais notifier qu'ici c'était l'endroit pour faire la navigation. Donc on ouvre la balise nav. Et on ferme tout de suite la balise nav. Et bien sûr, le but de ces exercices, c'est pas que vous regardiez la correction, c'est de faire d'abord l'exercice d'essayer de le faire tout seul. Et si vous ne réussissez pas certaines choses, vous regardez la correction. Donc, ensuite, on ouvre une balise UL. Donc, une liste non ordonnée. On la ferme tout de suite. On fait bien l'annotation avec tab, avec la touche tabulation. Ensuite, on ouvre une balise lien, puis une balise A, avec un href. Donc là, on rajoute notre lien href. Donc d'ancrage pour l'accueil. Donc on met hashtag, dièse, on ferme la balise A, on met à l'intérieur le nom du lien, et on ferme la balise A et la balise li. Slash li, et on ferme. Puis on fait un deuxième lien qui lui va rediriger vers notre page 2. Et un troisième qui va diriger vers notre page 3. Donc ici on met index, on cherche l'index vers lequel on veut rediriger, qui est dans le même dossier. Si on met pas de slash avant, en indiquant le module dans lequel on se trouve, ou dans le dossier, parent. Donc là, on va rester sur le même dossier, donc ils sont tous les deux dans le même dossier, donc on met juste le nom de l'index, et le fichier, ça suffira amplement. Donc là, on met index17.html page 2, et index17-exo, pour la page 3. On met bien les espaces. Ici, on n'a pas mis le point HTML. On va le mettre après. Mettre une section et une balise span. Non. Donc mettre une section div et une balise span dans le paragraphe de la div. Donc ici, on a d'autres pointillés. Donc là, ici, dans le paragraphe, on met un span parce qu'on sait que le span c'est utilisé généralement pour du texte.
comme j'avais expliqué dans la vidéo. Donc là, on ouvre la balise span et on la ferme entre le mot 1. Et ici, on met notre section, là où il y avait les points, notre div plutôt. Et on ferme la balise div. Donc là, c'est bon. On vérifie qu'il ne reste pas de pointillés. Puis on nous demande d'enregistrer le fichier. On ouvre le fichier index18.exo dans notre navigateur. Là, on voit qu'il n'est pas rempli, puisque ça c'était le fichier que vous avez et qu'on n'avait pas encore fait. Donc on va enregistrer maintenant notre fichier. On voit quand on recharge, les changements ont bien été effectués. Page 3 ne marche pas parce qu'on n'a pas mis .html. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là, on voit que l'accueil fonctionne, la page 2 fonctionne, index17.html, et la page 3 fonctionne pas. Donc c'est qu'on a un petit problème dans notre syntaxe, et on va aller voir le fait qu'on a oublié le .html ne redirige pas la page, c'est logique, puisqu'il n'a pas le chemin du fichier, il ne connaît pas le fichier -exo. Donc on regarde ce qui se passe, il ne trouve pas la page, par contre les autres pages il les trouve. On revient en arrière, toujours on revient en arrière sur la page qui a les liens. Là on voit que index17-exo, il ne la trouve pas. C'est normal, nous n'avons pas mis le .html. Donc on va le mettre maintenant. Index17-exo.html. On sauvegarde. On revient sur notre page de départ. Si on rafraîchit, on voit. Et là, on voit qu'on est sur notre page d'exercice. On recharge. On voit que l'accueil fonctionne bien. On a bien le hashtag. On revient sur notre page exercice. On va sur la page de ça fonctionne index17.html. On revient. On va sur la page 3 et cette fois-ci ça marche bien, index17-exo.html, et là on voit qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, notre exercice est terminé. On se retrouve pour un prochain tutoriel et la suite de ces cours. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir la balise formulaire et comment créer un formulaire en HTML. Donc pour cela on va voir une nouvelle balise et cette balise c'est la balise form. Donc on fait tabulation comme d'habitude pour indenter notre code et on écrit form dans la balise. On fait une balise fermante avec marqué form et on ferme la balise. Et dans cette balise, c'est à l'intérieur qu'on va mettre nos éléments de notre formulaire. Donc on va faire une balise P en premier lieu pour écrire notre formulaire et avoir quelque chose qui signifie que c'est un formulaire. Donc on ouvre la balise P et on met notre formulaire, on ferme la balise P, on enregistre, puis on regarde, on recharge, on voit bien notre petit paragraphe, notre formulaire. Pour l'instant il n'y a rien dans notre formulaire, mais on va utiliser les balises qui permettent de fabriquer un formulaire. Donc la première balise qu'on va voir dans le formulaire et entre les balises form, c'est la balise input. Il y a une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez mettre une méthode d'envoi du formulaire. Donc pour cela on met attribut méthode égale post.
donc comme quoi on veut poster le formulaire. Et l'action à faire au moment du post du formulaire, c'est form.php. Donc là, on renvoie vers un fichier PHP. Mais nous, on voit pas PHP, mais c'est un fichier qui est reçu en back-end, un peu comme .html. Sauf que là, c'est dans le back-end et c'est lui qui va recevoir les données que vous allez inscrire dans le formulaire. Donc pour cela, on utilise la méthode post pour envoyer un formulaire. Donc l'attribut méthode, post, et l'action, qui est aussi un attribut du formulaire. À l'intérieur, on met le lien de notre fichier qui va recevoir les données. Donc ici, form.php qui n'existe pas. Donc ensuite, la balise input, avec le type, vous avez plusieurs types. Là, on va faire une balise input avec un type texte. Alors vous allez voir ce que ça donne, on enregistre. Et là, quand on recharge, on voit bien notre formulaire et il y a un input dedans. Donc une balise de champ de remplissage. Et vous pouvez écrire à l'intérieur. Voilà, on va écrire bonjour et on va entrer. Ah, mais là, quand on appuie sur entrée, on est renvoyé vers un formulaire qui n'existe pas, le form.php, puisqu'il n'existe pas, et ça on ne verra pas dans ce cours. Donc voilà, on se retrouve au prochain tuto pour la suite de notre formulaire. Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre formulaire. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est les labels. Les labels, c'est ce qui est associé en général avec un input, et à l'intérieur d'un formulaire, il est toujours associé avec une balise de champ. C'est ce qui permet à côté de l'input de marquer par exemple ici rentrer votre nom, votre prénom, etc. Donc pour ouvrir une balise label, vous faites une balise ouvrante, une balise fermante, à l'intérieur vous marquez le libellé que vous voulez mettre à l'intérieur, à côté de votre champ input. Donc on va enregistrer. .html, j'enregistre. Et on va aller voir notre petit fichier index21.html. Et là, on voit que votre nom s'est mis à côté de l'input, à côté du champ à remplir. Et donc là, maintenant, on les a mis comme ça, mais ils sont pas vraiment liés entre eux, même s'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc pour les lier, on va devoir faire une balise ID dans l'input et une balise for. On va donner un nom aussi, un name à l'input, donc on va l'appeler pseudo, par exemple, ou par exemple non. Ensuite, dans le champ label, on va utiliser l'attribut for, qui veut dire pour, et à l'intérieur, on va mettre entre guillemets non. Donc là, ça indique que label est pour le nom, c'est-à-dire qu'il est lié pour le nom. Quand ça va être envoyé dans la base de données, dans le dossier le fichier form.php, il saura qu'il est associé avec votre nom, avec cet input, et on donne un ID à cet input, l'ID non. Donc maintenant ils sont liés, ça n'a rien changé, mais maintenant ils sont bien liés entre eux. C'est-à-dire que le label correspond à l'input. Donc maintenant on va voir un nouvel input, une nouvelle balise de champ. D'abord on va lui donner son label. Donc on va voir pour les mots de passe. Donc label for, donc for pass, on va lui donner, on va l'appeler comme ça. Ici on va écrire votre mot de passe. Comme ça, à côté du champ à remplir, on aura bien le texte, votre mot de passe, qui sera écrit. Ferme la balise label.
On saute dans la ligne tabulation. Là, on ouvre la balise input. On lui met type. Cette fois-ci, c'est plus texte, mais à l'intérieur, on va lui mettre password. On va lui donner le name, comment il s'appelle. Et là, ça sera pass. Et l'ID qui sera égal à pass. Puis on ferme la balise input. Donc là, on va enregistrer. Et on va aller voir. Donc là, on a bien une balise votre nom et votre mot de passe. Un champ à remplir. Et là, on voit bien quand on remplit votre mot de passe, il est automatiquement crypté quand vous utilisez le type password dans l'input. Donc on voit pas le mot de passe, c'est fait exprès. Pour pas qu'on sache qu'est-ce que vous tapez si quelqu'un regarde l'écran ou quoi. Pour pas qu'on sache quel est votre mot de passe. Donc voilà pour ce petit tuto. On se retrouve pour la suite de notre formulaire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre formulaire. Et pour voir une nouvelle balise. Celle qui permet de faire des text area. Donc on va sauter une petite ligne. On va utiliser la balise BR. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que ce qui permet de lier le label et l'input, c'est for et le fait qu'on a le même nom. Mais name n'a rien à voir, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est for et ID qui permettent de lier le label et l'input entre eux. Donc, for nom est lié avec l'ID nom. Name, lui, sert, même s'il a le même nom, vous pouvez lui donner un autre nom à name. Lui, il sert à dire, quand vous envoyez le formulaire PHP, il sert à dire, voilà, on envoie le formulaire avec le nom qui correspond et le champ qui est envoyé. C'est sert à envoyer les données, name. Alors que for et ID lient le label et l'input entre eux. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, donc là, vous faites votre label et vous écrivez à l'intérieur votre avis nous intéresse. Vous fermez la balise label et la nouvelle balise c'est text area qui va permettre d'écrire par exemple un message, une description en dessous dans votre formulaire. Donc pour cela on utilise text area. Là on va lui mettre un name. Donc le name va servir quand on va envoyer les données. On va savoir que c'est l'avis. Ensuite, on met la balise for, l'attribut for dans la balise label. À l'intérieur, on met avis. Et surtout, voilà, là, on doit mettre ID égale avis pour que le label for égale, entre guillemets, avis, soit lié avec l'ID égale, entre guillemets, avis. Et name égale à avis, vous aurez pu l'appeler, par exemple, description. Et lui, quand il envoie vers formulaire.php ou form.php, il va lier le name, c'est-à-dire l'avis ou la description, avec le champ que l'utilisateur aura rempli dans text area. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc voilà à quoi ça ressemble un text area à la base. Votre avis nous intéresse et là vous tapez votre avis ou votre description. Donc là, on donnait votre avis, on écrit à l'intérieur déjà, enregistrer, on peut écrire à l'intérieur, hein. Et là il y aura déjà le texte déjà de mis, et il pourra l'enlever, ça sera un texte prédéfini que lui pourra écrire, ou laisser, ou vous pouvez mettre une phrase pour commencer l'avis,
pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il doit écrire à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, ce qu'on va voir aussi, on va voir comment agrandir ce champ text area. Donc pour cela, on va utiliser des autres attributs à l'intérieur de la balise text area, et un des premiers attributs c'est row, qui veut dire ligne. Et là on va lui mettre 15 lignes. Donc on va enregistrer, on va voir ce que ça donne, et là on voit que voilà, ça s'est agrandi dans la hauteur parce qu'on a rajouté des lignes. Maintenant on peut lui rajouter aussi des colonnes, donc il va s'espacer sur le côté. Si on lui dit par exemple calls, donc là c'est colonne, hein, c'est le diminutif. Donc on va lui mettre 40, on enregistre pour qu'on voit bien la différence. Et là on voit qu'il s'est élargi puisqu'on a rajouté des colonnes sur les côtés. Donc voilà comment agrandir le champ text area et comment écrire un texte de base. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de notre formulaire à la prochaine vidéo. Merci à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des inputs et voir ce qu'est placeholder. Et lui agrandir la taille et le nombre de caractères qu'on peut mettre à l'intérieur de l'input. Donc placeholder, ça permet de mettre un champ que vous ne pouvez pas effacer mais que vous voyez. C'est-à-dire si on met placeholder Jean, par exemple, on enregistre. Index 23. Voilà, HTML. Enregistrer. Quand on ouvre notre fichier, ici on peut voir Jean. Alors c'est pas comme donner votre avis, vous voyez. Tant que vous n'avez pas écrit, il reste là, jusqu'à quand vous avez écrit la première lettre. Alors que dans donner notre avis, votre avis, on effaçait nous-mêmes le texte. Vous voyez. Là, ça reste. C'est ça, placeholder. Donc voilà pour placeholder. Ensuite, on va voir comment donner une taille à notre input, c'est-à-dire l'élargir. Un peu comme ce qu'on a fait avec text area. Donc size 20, on va lui donner par exemple, on enregistre. On sauvegarde, bon là ça n'a pas changé grand chose, puisque ça doit être à peu près pareil, donc on va agrandir. On va lui mettre par exemple 50, et on enregistre. Donc là maintenant on voit bien la différence, voilà. La taille s'est largement bien agrandie. Et là on va lui rajouter aussi le maximum de caractères. Donc pour ça on utilise l'attribut maxLength. Donc maxLength en anglais égale, et là à l'intérieur on va lui mettre par exemple 5. On enregistre. Et là, quand vous tapez les caractères, vous pouvez pas en taper plus que 5. Ça ne marche pas. Donc vous bloquez l'utilisateur à un nombre de caractères donné. Donc ça peut être utile. Hein. Vous voyez ? Par exemple, si on écrit Michel, on peut pas l'écrire. Bon là, il n'y a pas trop d'intérêt pour le nom, parce que bon, le nom peut être beaucoup plus long. Mais vous voyez comment vous pouvez gérer votre formulaire avec certains attributs dans des balises. Et ça c'est quand même important, et c'est des choses à prendre en compte et à savoir. Donc voilà, vous avez placeholder, donc vous pouvez changer le nom. Par exemple, on va mettre Michel, et vous avez les tailles, la taille de l'input que vous voulez mettre, et le nombre de caractères que vous laissez le choix à l'utilisateur de mettre.
Donc, on se retrouve pour le prochain tuto et la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un peu tous les inputs qu'on peut avoir en HTML. On va les voir. Tous les types en fait d'input. Donc on saute une ligne avec la balise BR, on met un input et là on va voir l'input de type email parce qu'il y en a plusieurs. On va voir un peu tous les types d'input. On va pas les customiser, mais on va les voir en détail pour voir un peu ce que ça donne un par un. Donc là l'input de type email, donc vous mettez input, l'attribut type email, vous enregistrez. On peut sauter encore une ligne pour bien voir par la suite le petit espace. Donc voilà une balise de type email. Donc il n'y a pas de changement par rapport aux autres balises, mais c'est quand vous allez écrire à l'intérieur, il saura que c'est un email. Donc une autre balise input avec un autre type, cette fois-ci on va voir le tel. Donc là il s'attend à recevoir des chiffres, bien sûr. On ferme la balise. On enregistre. Et on voit ce que ça donne. Donc là, on n'est pas apparu. Voilà, il fallait recharger. Donc, là on peut écrire comme ça, mais de toute façon il faut écrire des numéros. Donc email@hotmail.fr 03 54 67 89. Donc voilà, ça il s'attend à recevoir ce genre de texte à l'intérieur. Donc on va voir un autre input avec un autre type. Le type URL. Donc le type URL, ça c'est si vous avez quelqu'un doit envoyer un URL de quelque chose, il s'attend à recevoir ce genre d'URL par exemple. Voilà, on va prendre ça, on va le copier et on va le coller à l'intérieur. Donc il s'attend à recevoir une URL. C'est des types ou des attributs qui sont prévus pour ces inputs là en HTML, CSS. Et après, bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres attributs à l'intérieur de cette balise input. Mais pour l'instant, là, on voit le gros de chaque balise input et les types pour voir bien la différence. Alors, il y a un input de type number aussi. Donc là, on va voir c'est quoi. Parce que pour l'instant, on voit pas de différence, mais vous allez voir, ça va changer. Voilà. Par exemple, c'est l'input de type number. Et là, vous pouvez rentrer un nombre avec des flèches et descendre le nombre. Après on verra comment on peut avancer les nombres en fonction d'un nombre pair ou 3 ou 4. Mais pour l'instant on voit déjà ce qu'est chaque type. Input, type, on en fait un nouveau, égal, entre guillemets, et là on va voir range. Alors c'est quoi range? Ben on va voir ça tout de suite, slash, on ferme la guillemets,
range permet de faire un petit curseur comme ça. Un petit curseur que vous pouvez déplacer sur la droite ou sur la gauche. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, hein, il est vide, hein. On a juste mis cet input et le type pour qu'ils comprennent que voilà, c'est un input de ce type. Comme ça, on voit un peu tous les inputs. On en fait encore un autre input type. Donc là, ça ouvre un nouveau. Égal. Alors après, ne les apprenez pas par cœur, hein, tous ces inputs, hein, vous les verrez au fur et à mesure. Hein. Vous pouvez chercher aussi dans la doc et voir. Il faut pas apprendre chaque chose par cœur, mais on les voit en gros, en général, pour les connaître, et on sait qu'ils existent et qu'ils sont là si jamais on les voit. Ou quand on en a besoin, parce qu'on va pas avoir besoin de tous ces inputs. Hein. Voilà, l'input de type color, vous voyez, vous avez une petite fenêtre et vous pouvez choisir la couleur. Sélectionnez, vous mettez OK, hop, et il change la couleur. Par exemple, OK, voilà, vous voyez, hop, ça change la couleur, on est passé au vert. Donc quand il va envoyer au formulaire, il saura qu'il a choisi cette couleur, l'utilisateur. Donc, on va voir encore une autre input. Now, input, type, égal. Comme ça, vous aurez bien compris c'est quoi le type. Hein, l'attribut type. Donc là, on va voir l'input de type date. On enregistre. Et voilà l'input de type date. Donc là, vous avez même un petit calendrier là où vous pouvez choisir. Ça, vous l'avez sûrement vu quand vous réservez des vacances, vous réservez un avion, vous réservez quelque chose avec une date précise. Là, vous avez sûrement déjà vu ce petit genre de petit calendrier. Ben, maintenant, vous voyez, c'est aussi simple que ça de le faire. Après, bon, il peut être customisé hein, avec du CSS, avec d'autres attributs dans l'input, etc. Mais la base, c'est ça. Donc voilà l'input de type date. Donc n'oubliez pas de faire tabulation à chaque fois hein, pour indenter votre code. Input type égal entre guillemets. Et là on va voir le search. Qu'est-ce que l'input de type search? Ben, c'est quand vous faites une recherche, quand vous l'utilisez pour rechercher quelque chose sur un site, etc. Quand vous tapez par exemple sur un site, vous voyez une barre de recherche et vous voulez chercher quelque chose sur le site, ben on va utiliser cet input là avec ce type. C'est pour rechercher sur un site, rechercher des articles, des liens, etc. Donc voilà pour les balises input et leur type. On verra la suite de notre formulaire au prochain chapitre. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment améliorer nos petits inputs et rajouter quelques attributs afin de modifier certaines choses. Donc pour commencer, on va voir minimum, min, égale, entre guillemets, 3. Donc ça, on va le mettre dans l'input de type number. Et max, égale, entre guillemets, 10. Alors on va aller enregistrer ça. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je suppose que vous en doutez, ça permet d'avoir un chiffre minimum ici affiché ou un chiffre maximum. Donc on va ouvrir l'index 25 et là on voit qu'on peut commencer seulement à partir de 3 puisqu'on a indiqué que le minimum c'était 3. On peut pas descendre en dessous ni monter au-dessus puisque max lui on l'a mis à 10. Donc voilà à quoi servent ces petits attributs. Et on va rajouter aussi step égale entre guillemets 2 par exemple. Alors quand on fait ça, step c'est les pas, c'est-à-dire on va passer de pas en pas par 2. Donc il va monter à chaque fois de 2 en 2.
si on recharge, d'abord, voilà, on peut voir que là, il augmente de 2 en 2. De 3, il passe à 5, 7, 9. Bon, dans le cas là où on a mis 10, il ne l'aura pas puisqu'il augmente à chaque fois de 2. Donc voilà à quoi sert step. Minimum, max. Maintenant, on va le coller exactement aussi dans range. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On enregistre. Et là, c'est pareil. En recharge, si on regarde maintenant, on progresse plus de 1 en 1, on progresse de 2 en 2. Le curseur, il avance plus comme avant. Il avance de 2 en 2. Donc voilà pour ça. Donc les petits attributs que vous pouvez rajouter. Après, vous pouvez toujours chercher dans la documentation et vous trouverez d'autres petits attributs. Mais nous, on voit cela. On peut voir aussi qu'on peut changer le type de date en time, par exemple. On recharge et là, on peut voir qu'on a un horaire. On peut mettre une heure. Donc voilà pour ces petites infos. Vous pouvez voir encore d'autres attributs. C'est fini pour ce tutoriel. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un peu comment faire des inputs de type checkbox. Qu'est-ce que c'est les inputs de type checkbox? Mais en fait, c'est des petits carrés que vous checkez et vous mettez un nom à côté pour choisir en fait quelle option vous voulez choisir. Donc cela s'appelle les inputs de type checkbox. Alors comment faire des checkbox? Alors on va voir ça. Donc on va faire déjà deux petits sauts de ligne, un paragraphe, et à l'intérieur on va marquer, cocher la case qui vous correspond. Comme ça, on mettra nos petites cases en dessous. Donc on saute une ligne, on met tabulation, et là on met notre input à l'intérieur du paragraphe, et là on va mettre type checkbox. Donc voilà pour ce nouveau type. Et on va voir ce que ça va donner. On lui donne un nom, parce que quand on va envoyer au formulaire, on va pas envoyer le petit clic, nous on va envoyer la donnée. Donc la donnée, ça sera le nom homme. Donc si on va envoyer la donnée homme, name, à notre form.php. Bon, je vous rappelle que dans ce cours on voit pas PHP, mais c'est vous voyez HTML, CSS, mais vous comprenez le fonctionnement, comment envoyer quelque chose vers un backend. Donc on lui met un ID qui va permettre de lier avec un label par la suite, ou même d'utiliser cet ID pour faire du CSS aussi. Donc on ferme la balise input, on va copier tout ça, on va s'en faire un autre, puis un troisième, et donc là le suivant on va marquer ID femme, le nom qu'on va envoyer comme donnée à notre formulaire c'est femme, donc on enverra la donnée femme. L'ID du deuxième on va mettre mineur, et le nom de la donnée qu'on va envoyer vers notre forme PHP ce sera mineur. Donc voilà, nos inputs sont prêts. Ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est mettre un label. Mais cette fois-ci, le label, on va pas le mettre avant parce qu'on veut que la petite case à cocher soit devant
et le nom qu'on coche après. Donc on va mettre le label après l'input. Mais pour le lit, on met label for homme. On le lit avec l'id. Donc l'id et le for doivent être le même. Donc on ferme notre balise label. On met à l'intérieur homme. Pour qu'on voie sur notre site, que l'utilisateur voie bien le texte homme avant de cocher. On ferme la balise label, on lui met une balise fermante, puisqu'il a une balise ouvrante label et une balise fermante. Puis on se fait un petit saut de ligne, comme ça on passe de checkbox en checkbox à chaque fois à la ligne. On se copie ça, on va se le mettre à chaque fois en dessous de l'input. Voilà, on va se faire une petite tabulation pour avoir quelque chose de plus propre. Et on se colle le dernier ici. On va changer les noms. Ici on va mettre femme, for femme, parce que l'id c'est femme. Ici le texte que l'utilisateur verra sur le site, ça sera femme. Ici c'est mineur, donc for mineur, qui sera lié avec l'id mineur. Et le texte que l'utilisateur verra sur le site entre les balises label, mineur, on enregistre. On ouvre bien notre index 26, on ferme l'autre, et là on peut voir notre checkbox. Cocher la case qui vous correspond homme, femme, mineur. Vous pouvez cocher maintenant et choisir la case qui vous correspond. Donc voilà pour les checkbox. Et on se retrouve au prochain chapitre pour la suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai préparé de nouvelles checkbox. Et on va faire un nouvel input de type checkbox. Comme ça, on va rajouter ici marche. Et on aura coché les sports que vous aimez. Donc comme ça, pour la suite du tutoriel, ça sera plus facile. Donc ici, on va mettre marche dans le nom. Le label, ça sera marche. Ici à l'intérieur, le texte que la personne voit, l'utilisateur, ça sera marche aussi. Donc voilà. Donc on a nos 4 inputs de type checkbox. Et ce qu'on va lui rajouter ici, comme attribut, on va lui rajouter checked. À quoi ça va servir de marquer ça? Ben vous allez voir, on enregistre. Donc on se rend sur l'index 27. Et vous voyez que là, on a la case déjà marche qui est déjà checkée. En fait, checked, ça va servir à mettre la case marche directement checkée de base. Comme ça, si vous voulez qu'une option soit checkée de base, vous mettez checked. Voilà, vous le mettez dans la balise input comme ça. Donc voilà pour ce petit tuto, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans ce cours, on va voir un nouveau type dans les inputs. Donc on va copier tout ce qu'on a là, pour éviter de tout réécrire. Et on va le recoller en dessous. Par contre ici on va changer le titre ou le paragraphe. On va mettre quel âge avez-vous? Point d'interrogation. Ou 2 points. Quel âge avez-vous? 2 points. Là ici on va changer le nom. On va mettre âge. Pour tous, on va mettre pareil. On va mettre âge. Parce que quand on va demander quel âge avez-vous, quand on va l'envoyer
au back-end, ça va être toujours l'âge, la donnée. Donc, c'est là où on va voir la différence. Donc le bouton, donc ici, on va mettre l'ID, donc ce qui va correspondre au label, donc moins de 18 ans par exemple. Ça sera, le type c'est radio, donc c'est des boutons de type radio. Donc ça va être de simples cases à cocher, mais de type radio, comme des petits boutons. Vous allez voir après. Donc fort, là on met moins de 18, donc comme l'ID. Ici à l'intérieur, on va mettre je suis mineur, par exemple, pour l'utilisateur qui voit. Ici on va mettre pareil, type radio. Ici on change le type, on met aussi radio dans celui-là. Et celui-là pareil, on met type radio. Donc on a 4 boutons de type radio. Donc ici on va mettre 18 à 25 ans, donc tiré du 6, 25. Fort, on va lui mettre la même chose après. Ici on change l'ID, on va le mettre 25 tiré du 6, 40. Et ici on va mettre 40 et plus. Plus de 40. Donc on recopie ça et on le colle ici dans le fort. Parce que ce label est lié avec celui-là. Ici on va mettre je suis majeur. Donc j'ai entre 18 et 25 ans. Ensuite, on récupère l'ID, on le colle dans l'attribut fort de la balise label, puisqu'elle est liée pour les lier entre tous les deux. Ici, on va mettre G entre 25 et 40 ans. On récupère plus 40. On le lie avec le label, la balise label. Donc dans le fort, dans l'attribut fort. Ici, on va mettre G plus de 40 ans. Et donc voilà, on a tout lié, on a nos boutons radio. On va aller enregistrer. Puis on va aller voir dans notre index 28.html ce qu'il en est. Donc on descend. Et là on peut voir que déjà notre bouton est déjà checké puisqu'on avait laissé checked. Et qu'on peut changer, voilà à quoi ressemble le bouton radio. Et on peut changer et choisir l'âge qu'on souhaite. Qu'on a. Donc une fois qu'on a fait ça, ici on peut enlever l'attribut checked. Et là, on peut leur rajouter ici par exemple checked sur un autre. Quand on va enregistrer, on peut voir, si on recharge la page, que c'est bien G entre 18 et 25 ans qui est ici, checké. Donc ensuite, maintenant, on a bien mis name âge, mais on va pas envoyer à form.php name âge. Donc comment on va faire pour envoyer cette donnée de moins 18, 25 ans, 25, 40 ans, plus 40 ans? Comment on va lui faire comprendre au backend que on va lui envoyer ça? Donc on va utiliser un autre attribut qui s'appelle value. Donc là on va lui envoyer comme donnée name, son nom c'est âge, et la value c'est ça qui va déterminer l'âge qu'il aura choisi. Et c'est là qu'on va mettre moins de 18 ans, 18-25 ans, 25-40 ans, ou plus de 40 ans. C'est cette value qui va être envoyée au backend dans le form.php. Mais il aura toujours la même donnée, c'est-à-dire le même nom de la donnée qui sera âge. Donc là on voit bien la différence entre name, ID et for et value.
Donc, dans les autres de type checkbox, on n'avait pas besoin de mettre de value parce que leur nom était différent, donc automatiquement on avait la donnée qui était envoyée, on savait que c'était quoi le nom duquel on parlait, mais maintenant on parle de la même chose, donc on est obligé d'envoyer une valeur en plus, et là on va utiliser l'attribut value. Et donc maintenant quand on va cocher, on va envoyer l'attribut. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir quelque chose qui permet de sélectionner des options. Donc ça s'appelle une liste déroulante. Alors comment on va construire ça? On va déjà faire des sauts de ligne, un paragraphe, et fermer notre paragraphe. À l'intérieur de tout ça, on va se mettre une balise qui permet de faire ça. On va déjà faire un petit label. Label, vous allez le retrouver dans la plupart des formulaires. Et là, à l'intérieur, on va lui mettre un for. Donc, quand on va le lier avec la liste qu'on veut, donc ça va être des pays. Donc, for égale, entre guillemets, pays. Donc, on devra mettre l'ID pays dans la balise qu'on va utiliser. Et là, on va marquer de quel pays venez-vous. Donc là, on met la balise label avant, puisqu'on va poser la question avant. Donc, comme ça nous permettra de mettre en dessous les options dans la liste déroulante. Donc voilà, on a fait notre petit label. Et on va voir maintenant comment faire notre liste déroulante. Donc on se fait un petit saut de ligne. Et on va utiliser une balise qui s'appelle select. Cette balise, elle va permettre de sélectionner dans une liste déroulante des noms de pays, par exemple. Donc là, on va lui mettre name pays. Donc là, maintenant, vous avez bien compris le système. Donc l'ID, c'est ce qui va nous permettre de lier avec le label. Donc ID pays, for pays. Donc ça, on est bien d'accord. Ensuite, le nom, c'est ce qui va envoyer au formulaire php.php, si par exemple vous êtes en PHP. Donc name égale pays, c'est ce qui va envoyer comme donnée. Il va dire, voilà, ça c'est un pays c'est une donnée de pays qui va être envoyée chez toi. Et c'est ce que tu dois réceptionner. Et ensuite, à l'intérieur de cette balise select, on va mettre des options. Et là, on va lui mettre des values. Donc vous voyez tout à l'heure avec les types radio, on a utilisé des values. Donc là, on aura le name, la donnée pays qui sera envoyée avec une option. Et selon l'option qui va être choisie, on va lui envoyer la value France, ici. À l'intérieur de cette balise option, on met France, c'est ce que l'utilisateur lui voit. Et on ferme la balise option. Donc on se copie ça. Et puis on va faire nos plusieurs pays comme ça, on va faire plusieurs options. Donc à chaque fois, on envoie ça. Ici, comme ça, on a plusieurs pays, on a plusieurs choix. Et là, on va changer à chaque fois la valeur, parce que la valeur qu'on va envoyer au back-end, ce sera jamais la même. Hein. Donc là, on change le nom des pays, on met Espagne, Italie. Donc là, value Maroc, par exemple. Ici, on va mettre Sénégal. Ici, on va mettre Chine. Et donc voilà, ici on va changer le texte, donc parce que sinon il va avoir toujours France, l'utilisateur. Donc on va mettre ici Espagne. Ici on va mettre Italie. Ici on va mettre Maroc. Ici
on met Sénégal. Et en dessous, le dernier, on met Chine. Donc voilà, on a fait toutes nos options. On va s'en refaire un petit. Comme ça, par la suite, là on va mettre Japon. Ici, Japon. Pourquoi j'ai fait ça, vous allez voir après. Parce qu'on va rajouter une petite option en plus, par la suite. Et c'est pour ça que j'ai fait cette façon, j'ai mis en fait ceux d'Afrique, ceux de l'Asie et ceux de l'Europe. Donc là, on va fermer notre balise select, parce qu'elle n'était pas fermée, parce qu'on a mis toutes les options à l'intérieur de la balise select. Donc là, on va aller enregistrer, et on va voir ce que ça a donné. On va sur notre index 29, et on va ouvrir, et là, on va voir ce que ça donne. Voilà notre liste, et voilà nos options. Donc voilà comment faire une liste déroulante, et choisir des options et envoyer des valeurs au backend. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et la suite de ce cours sur les formulaires. À bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre cours, donc sur les listes déroulantes, et aujourd'hui on va voir comment mettre une nouvelle option, c'est-à-dire une catégorie dans nos options. Donc pour cela, on va déjà tabuler tout ce qu'on a, la touche tab, et on va rajouter une balise qui s'appelle ops group, donc qui va nous permettre de sectionner en fait nos options et de mettre par exemple France, Espagne, Italie dans une certaine catégorie. Donc là on va mettre ops group label égal, donc là l'attribut c'est label, c'est pas une balise. Donc là on n'est plus dans une balise, on est dans un attribut qui est utilisé pour ops group, pour la balise ops group. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Mais il faut connaître tout ça pour que si après vous cherchez dans la doc un jour, vous cherchez comment faire, vous saurez, vous avez déjà une idée que ça existe, quoi. Donc il y a une possibilité de le faire. Après c'est pas des choses que vous utilisez chaque jour, hein. Faut bien s'en rendre compte, hein. Donc là on va se faire une deuxième opt group. Et un troisième opt group. Donc là on va se rajouter dans le troisième ici, parce que on l'a fermé mais on l'a pas ouvert. On pousse ça avec tabulation. Donc là comme ça on voit bien que dans le select il y a 3 opt group, 3 balises opt group, et à l'intérieur des balises opt group il y a des options. Et là on va mettre label Afrique et ici label Asie. Donc, vous voyez pourquoi tout à l'heure j'ai rajouté Japon, qu'on ait plusieurs options dans chacun des labels. Donc là on va le mettre en majuscule, ça aussi, et le dernier avec. Donc maintenant on va aller voir ce que ça donne. On va enregistrer ça. On va ouvrir notre index, le 30, et on descend et on va voir notre petite liste déroulante, qu'est-ce qui a changé. Ah ben là on peut voir, voilà, que ici on a bien nos options de continent qui se sont ajoutées. Donc là on peut même faire selected. Donc là je suppose que vous avez compris qu'est-ce que c'est. C'est un peu comme checked, c'est-à-dire qu'on va sélectionner directement quand on arrive sur notre index. Et ben on va sélectionner directement la Chine.
Donc là, si on rouvre le fichier, parce que là on était déjà dessus, donc c'était déjà fait, vous allez voir que voilà, la Chine est déjà sélectionnée de base. Donc voilà comment faire comme avec la checkbox, checked, vous avez selected pour pouvoir checker une liste déroulante directement. Voilà, au prochain chapitre. Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre cours. Et aujourd'hui, on va voir comment faire un peu de décoration sur nos cases à cocher et sur nos boutons radio. Alors pour cela, on a une possibilité de faire ça sans CSS. On a une petite balise qui sert à en faire un encadré et une légende. Donc on va voir à quoi elle ressemble et comment la faire en HTML. Donc on va remplacer la balise P par file7. Et ça, on va mettre dans une balise qui s'appelle légende. Donc ça sera la légende en fait de notre de nos petites cases à cocher de type checkbox. Donc ici on met file7 et quand on va faire ça, vous allez voir, ça va rajouter une petite décoration. Donc là on rajoute le D. Et on va faire pareil pour les boutons de type radio. Donc on change la balise P, on lui met file7. Ici en dessous, quel âge avez-vous? On va la mettre entre les balises légendes. Alors pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça, mais on les voit quand même parce qu'ils existent. Et c'est des trucs qui peuvent servir si vous voulez faire un peu de décoration. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça pour faire un formulaire. Donc on ferme la balise file7. Donc ensuite on va sauvegarder. On enregistre. On ouvre notre index 31.html. Et regardez le petit encadré avec la petite légende au-dessus. Donc qui rend un peu notre site plus attractif et un peu plus design. Donc voilà pour cela. Maintenant ce qu'on va voir aussi, c'est dans les inputs, on va voir l'attribut required et l'attribut autofocus. À quoi ils vont servir? Required, ça permet de mettre en fait, si par exemple vous envoyez le formulaire, de mettre une obligation que ce champ soit rempli. Alors on va déjà voir autofocus, ce qui permet en fait de automatiquement, quand vous arrivez sur le site, directement, vous voyez le petit truc bleu là, il vous focus directement, vous voyez cette balise elle s'est mise en bleu, il vous focus directement sur l'email. Si on l'enlève, et qu'on met autofocus sur l'URL maintenant, par exemple, on va changer, vous voyez que l'email tout à l'heure était bleu, on enregistre, hop, vous voyez l'autofocus, il vous focus directement votre curseur de frappe sur l'URL ou sur l'endroit dans lequel vous avez mis. Ça peut être utile si vous voulez mettre en avant un champ qu'il faut remplir avant les autres ou quelque chose comme ça, quoi. Et vous avez l'autre attribut, donc c'est required, qui va permettre là d'obliger que ce champ soit rempli pour envoyer le formulaire. Parce que là, pour l'instant, on peut envoyer le formulaire. Déjà, on n'a pas de bouton pour l'envoyer, mais on n'est pas obligé de remplir tous les champs. Par contre, si vous mettez require, vous êtes obligé de remplir ce champ, sinon votre formulaire il part pas. Donc voilà à quoi va servir l'option ou l'attribut required. Et vous avez autofocus pour focus votre curseur ou votre texte de frappe directement sur un input. Donc voilà, on se retrouve au prochain chapitre et on va voir le reste de notre formulaire.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir des inputs pour faire des boutons, soit de recettes, soit un input de type bouton, ou soit un input de type submit, c'est-à-dire envoyer. Donc on va voir le premier input de type recette. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est pour effacer les valeurs de notre formulaire et recommencer à 0. Donc là, on met type recette, value, recette. On ferme la balise input. On enregistre. On ouvre notre index 32. Et là, on voit bien que si l'on écrit, donc là, on va écrire remplir les champs. On a le bouton recette ici en bas, vous voyez. Donc on met recette et vous voyez que tout a été effacé. Donc ça c'est pour le bouton recette et l'input de type recette. Donc maintenant on va voir l'input de type button. Donc on saute une ligne. En dessous ici, on va ressauter encore une ligne pour qu'on ait un petit espace. Donc on récupère notre input au-dessus, comme ça on évite de le réécrire plusieurs fois, puisque là on est quand même sur un bloc-notes. Donc input, là et type, on va mettre button, B-U-T-O-N. La value, on va lui mettre button. Fichier enregistré. On rafraîchit la page et on voit qu'on a un input de type button. Si on écrit dans les champs et qu'on clique, ça ne fait rien. Et vous voyez que le type email il est en rouge, c'est parce que on n'a pas un email et il remarque que c'est pas la valeur d'un email. De toute façon, le type button il ne marche pas parce qu'il faut le lier avec du JavaScript ou un langage de programmation derrière. Mais par contre, il y a le dernier à voir, l'input de type submit, que là on va voir maintenant, et qui permet d'envoyer. Donc ça par défaut, le type submit, avec la value envoyée qu'on va envoyer si on remplit les champs comme il faut. Donc là, on met @hotmail.fr et qu'on envoie ici, qu'on remplit. De toute façon, ceux-là ils sont pas obligatoires. On coche par exemple ça, on choisit la France, envoyer, et là on est renvoyé vers le form.php qui lui n'existe pas, et que ça c'est le côté back-end que nous ne voyons pas dans cette formation. Donc voilà pour le bouton envoyer, le bouton button et le bouton recette. Donc on se retrouve pour la suite de notre cours à la prochaine vidéo.